16h45, bienvenue dans votre grand dossier ce soir sur LCI consacré à cette question. Sommes-nous face à un retour de la guerre entre les États-Unis et l'Iran? L'armée américaine a mené cette nuit sa plus grosse campagne de frappe sur le territoire iranien depuis le cessez-le-feu début avril. 150 cibles militaires visées sur 1000 km de côte. Vous verrez toutes les images décryptées avec nos invités. Téhéran a immédiatement riposté de manière plus intense en visant presque tous les pays du Golfe. L'Iran ne semble plus retenir ses coups pour défendre ce qui apparaît comme sa priorité, le contrôle du détroit d'Ormuz. La République islamique va-t-elle faire plier Donald Trump sur le sujet? Le président américain va-t-il être obligé de repartir en guerre pour ne pas perdre la face? On se posera toutes les questions dans le grand dossier, alors que pendant ce temps-là, les Iraniens semblent aussi déterminés à ne rien lâcher sur le nucléaire. Images satellites à l'appui. Écoutez en tout cas le porte-parole de l'armée iranienne aujourd'hui qui se dit prêt à repartir au combat à tout moment. Nous n'avons jamais fait confiance ni aux Américains ni à nos ennemis. Nous mettons à jour en permanence notre base de données de cibles et nous nous efforçons d'améliorer nos capacités de combat. Nous devons être prêts à faire face à tous les scénarios et c'est un travail que nous menons de manière continue au quotidien. Et comme je l'ai dit, il vaudrait mieux que les Américains mettent fin à leur propre intervention déstabilisatrice dans la région. Et on en parle avec tous nos invités dans le grand dossier. Xavier de Giacomoni, bonsoir, journaliste international LCI. Marc Semo est également avec nous. Bonsoir Marc, journaliste spécialiste des questions internationales, auteur de ce livre, La géopolitique en 100 questions aux éditions Talendier, qui vient de sortir d'ailleurs en poche. C'est la nouveauté. Vincent Crouzet est également avec nous. Bonsoir Vincent, expert en renseignement, écrivain, ancien espion, auteur de ce livre d'ailleurs, Le jour où je suis devenu aux espions, aux éditions de l'Observatoire. Et puis Rina Bassis est également avec nous. Bonsoir Rina, journaliste franco-israélienne, correspondante Al Monitor. Voilà pour le casting de ce grand dossier. On va tout de suite comprendre ce qu'il s'est passé cette nuit dans le Golfe Persique, car évidemment les choses se sont embrasées entre les Américains et les Iraniens. Avec vous, Thomas Schnell, parce que les Américains nous ont montré des images de ce qu'il s'est passé avec ces frappes. Que s'est-il passé exactement? En tous les cas, l'Iran annonce avoir en tout cas refermé le détroit d'Ormuz. Oui, et ils ont pris cette décision après avoir tiré sur 2 bateaux cette nuit, dont le GFS Galaxy. C'est un cargo de 300 mètres battant pavillon chypriote. Il était stationné depuis 3 jours ici à côté de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Il a pris ce qu'on appelle le couloir romané pour franchir le détroit d'Ormuz. Et puis, à 9 km des côtes, c'est là qu'il a été ciblé par les Iraniens. À ce moment-là, les États-Unis ont répliqué avec des frappes massives, une vague qui n'avait rarement été vue depuis ces dernières semaines, jamais été vue depuis au moins 1 mois, 140 objectifs qui ont été atteints. Des cibles, surtout sur la côte sud de l'Iran. Sur cette carte, on voit bien l'étendue de toutes ces frappes, alors que ces dernières semaines, lors des escarmouches entre Iraniens et États-Unis, cela se déroulait principalement dans la zone d'Ormuz. Là, on voit bien que les relais de communication, les dépôts de munitions, les moyens navals ont été visés sur une large partie du territoire iranien. Dans la foulée, les Iraniens ont revendiqué des attaques contre des cibles américaines. Dans les monarchies du Golfe, 6 pays qui ont été visés, le port de Doukm à Oman, la base d'Al Udeid au Qatar, la 5e base navale US dans le port de Manama, ou encore le port Al-Soukwayk et la base du Prince Hussein en Jordanie. Il y a également les Émirats Arabes Unis qui annoncent avoir intercepté des missiles ou des drones iraniens ces dernières heures. Donc on est clairement dans un moment d'escalade qui a pris une ampleur inédite depuis la signature du moment random. Merci beaucoup Thomas Schnell pour ces précisions. Avant de rentrer dans le détail, j'ai envie de vous poser une question assez simple ce soir. D'abord vous, Xavier de Giacomoni, est-ce que ce soir on peut définitivement dire que le cessez-le-feu est enterré entre les Américains et les Iraniens? Non, je ne le pense pas. Je pense que contrairement à ce que dit Trump, le cessez-le-feu, et même contrairement à ce que disent les Iraniens, puisque pour eux le protocole d'accord est mort-né, mais la guerre n'a pas repris. C'est en ce sens-là qu'il faut le prendre, et je pense le comprendre. La guerre reprendrait si on avait eu des frappes sur Israël, si on avait eu une riposte israélienne. Là, on est au niveau de la bataille d'Ormuz, quelque chose que visiblement les Américains n'avaient pas anticipé avant le 28 février, avant de déclencher leur guerre. Et on est dans une bataille qui vise à
démontrer qui a la suprématie sur Hormuz. Les Américains proclament qu'ils l'ont, les Iraniens aussi. C'est pas très bien déterminé aujourd'hui, et donc chacun cherche à appuyer sa position. Les Iraniens ferment le détroit, les Américains disent on le rouvre, mais finalement il se passe pas grand-chose sur l'eau en tout cas. Marc Semo, est-ce que vous partagez l'avis de Xavier Giacomoni? En partie oui, mais ça dépend ce qu'on appelle la guerre. De fait, la guerre, elle n'a jamais cessé. Il y a eu un cessez-le-feu informel en avril, après 40 jours de frappes massives, 30 000 cibles et frappes, ce qui est quand même d'une toute autre proportion que ce qu'on vient de voir là. Ensuite, il y a eu un cessez-le-feu formalisé en même temps que ce protocole d'accord. Alors, effectivement, il est maintenant assez en soins palliatifs, mais effectivement, il n'est pas encore mort. Mais entre-temps, les deux parties ont continué à pousser leurs pions, ont continué, les Iraniens ont profité de cette pause pour essayer de reconstituer une partie de leur arsenal de drones et même un peu de missiles qui avaient été détruits. Donc on est dans cette situation où ce qui est juste, effectivement, pour le moment, le conflit se polarise et reste confiné autour du détroit d'Ormuz. Si vous regardez l'ensemble des frappes américaines, elles ont été sur le détroit, mais il y a une logique d'escalade qui s'est mise en route, et le fait que les rétorsions, les ripostes iraniennes aient visé 5 pays, et pas uniquement comme d'habitude le Koweït et Bahreïn, mais y compris des pays du Golfe qui étaient engagés dans le processus de négociation pour aider à une négociation entre les Américains et les Iraniens, est plutôt angoissant. C'est-à-dire, on a l'impression qu'au sein du régime iranien, et je terminerai là-dessus, qui est pour le moment une boîte noire, on ne sait pas ce qui s'y passe très bien, on a l'impression que la faction la plus dure a pris le devant, qu'elle pousse pour réellement, de nouveau, réallumer la guerre, pensant avoir plus à y gagner qu'avec un protocole d'accord qui était enlisé. Et juste sur ce point, les menaces de mort faites, soi-disant, par le guide, on ne sait pas si c'est réellement lui, dans quel état il est, etc., disant il faut tuer Trump, disons, ne vont pas contribuer à calmer les esprits. En tout cas, effectivement, ça a attisé les tensions ces dernières heures. Vous avez parlé justement de cette carte. On va la revoir et on est en ligne avec le colonel Pierre de Jong. Merci d'être avec nous, consultant défense géopolitique LCI. Ce qui est saisissant lorsqu'on voit ces cartes et ces frappes américaines cette nuit en Iran, c'est qu'elles s'étendent sur plus de 1000 kilomètres. Toute la côte iranienne est touchée. Donc j'imagine qu'ils contrôlent parfaitement, encore une fois, l'ensemble des cibles qu'il faut frapper. Le deuxième point, ça remonte très haut parce qu'ils ont fait des frappes à la hauteur de l'Irak. Là, on est vraiment très très haut. Donc c'est pour ça qu'en fait, seulement identifier des endroits de stockage, des centres de commandement, mais on n'est pas encore une fois dans une guerre massive. C'est pour ça que je rejoins totalement Xavier qui, en fait, plutôt monter en puissance, mais les Américains ne vont pas très loin, même si on peut considérer que 140 frappes, c'est quand même beaucoup. Mais c'est vrai que les Américains répliquent à une menace qu'ils perçoivent comme une menace. Le fait que les Iraniens tirent régulièrement sur des bateaux civils qui passent en Hormuz, c'est vrai que c'est inacceptable. Donc en fait, je pense que les Américains font ce que j'appelle le service minimum pour pouvoir, encore une fois, maintenir la pression sur les Iraniens. Mais c'est pas dit que ces tirs, cette activité militaire, soit de nature, encore une fois, à modifier la trajectoire opérationnelle ou même décisionnelle des Iraniens. Colonel Pierre de Jong, vous restez avec nous. Rina Bassis, est-ce que vous aussi, vous avez été étonné ou pas d'ailleurs de l'ampleur de ces frappes américaines cette nuit? Oui, non, mais je vais continuer justement dans la logique du colonel, parce que on a vu, il y avait dans la première vague 80 tirs, après, si on croit le CENTCOM, bien sûr, 90 et maintenant 140. Ça fait beaucoup. Donc là, je crois, il y a deux explications possibles. Soit les Américains, entre 28 février et mi-avril, ils n'ont pas vraiment visé la côte, et ils n'ont pas fait le travail, si vous voulez. Ils n'ont pas traité, à vrai dire, la menace qui pèse sur le détroit d'Ormuz. Parce que, a priori, il restait énormément de cibles encore à frapper. Ça, c'est une explication. L'autre explication est qu'en fait, toute cette accumulation de tirs, en fait, peut-être ils ont tiré sur des cibles très petites, pas très importantes stratégiquement. Et là, on s'est dit, clairement, si c'est ça l'explication, on n'est pas dans la reprise d'une guerre. C'est une sorte d'avertissement de la part des Américains qui disent on ne va pas accepter, que vous frappez des bateaux, ni un, ni deux, ni rien. Zéro frappe, une chose. Deuxièmement, on n'est pas d'accord que vous appelez à tuer notre chef. Ça aussi,
donc une sorte d'avertissement. Vous vouliez avec ça. Beaucoup d'avions, avec beaucoup de fanfares destinés à Téhéran, en espérant qu'ils vont comprendre ça, qu'ils vont accepter à rentrer dans les négociations. Dans quelques instants, on va décrypter vraiment les frappes américaines avec notamment le colonel Pierre de Jong, mais on va aussi voir la carte parce que Vincent Crouzet, on avait presque oublié en fait que pendant ce cessez-le-feu qui dure depuis début avril, il y a une armada américaine qui est encore sur place et on va voir la carte de cette armada américaine qui est aussi également le long de cette détroit d'Ormuz. On l'avait presque oublié. Il y a encore quand même 2 porte-avions américains, il y a les destroyers, il y a ce qu'il faut encore aujourd'hui pour faire la guerre. 2 groupes aéronavals, 2 groupes amphibies, des milliers de marins, des milliers de Marines, un coût entre 50 millions de dollars jour et $1 milliard jour selon l'intensité des combats, donc un coût très important, conséquent pour le Pentagone. On le voit là. Et malgré tout, l'incapacité de maîtriser le détroit d'Ormuz. Ce qui paraît tout à fait inconcevable. Notamment en ce qui concerne le blocus naval. Avec toute cette armada, il n'arrive pas finalement à imposer un blocus naval constant et complet quand il y a plusieurs dizaines de navires qui franchissent le détroit. Ils peuvent le faire. Vous savez, le mode opératoire, au départ, il y avait des arraisonnements par voie héliportée. Ils y ont mis un terme parce qu'ils avaient peur de perdre du personnel et des hélicoptères de manœuvre. Et ensuite, il y a eu un deuxième mode opératoire qui était donc d'entraver les navires avec des frappes au niveau des salles des machines. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de remorqueurs ensuite pour prendre en charge les navires qui sont à la dérive et qu'il faut bien remorquer dans un port quelque part. Donc ce blocus, qui était une très bonne idée, mais en fait ne fonctionne pas vraiment. Donc là, on est dans cette espèce d'incapacité américaine. Maintenant, je suis pas vraiment d'accord avec ma consoeur et mes confrères pour une fois, parce que tout dépend de ce qu'on met dans la notion de cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, c'est quand on arrête de tirer un coup de canon. Par définition. Le moindre coup de canon. Donc le cessez-le-feu, non, il est violé dès qu'il y a un coup de canon qui est et plus encore des tirs de missiles. Il y a toujours eu des coups de canif dans tous les cessez-le-feu. Oui, bien entendu. Et un cessez-le-feu, c'est toujours la guerre. On est bien d'accord aussi. Ouais, c'est la guerre totale. On parle Moi, de je la pense guerre que les Américains, comme on l'a connu en février. Je pense que les Américains, ils montent en gamme petit à petit et ils testent la réactivité iranienne. Alors justement, on va analyser. Ce qui est intéressant sur le groupe aéronaval, ça c'était surprenant quand même ces derniers jours, à la fois l'USS Abraham Lincoln et l'USS G.H. Bush se sont rapprochés du détroit d'Ormuz. Pendant la guerre qu'on a connue 28 février, ils étaient à environ 400-500 km, ils étaient relativement loin, on était même assez étonnés, ils se mettaient vraiment à l'abri. Là, ils se sont rapprochés à moins de 200 km. Pour imposer une pression plus forte aux Iraniens, pour bien leur montrer qu'ils pouvaient agir extrêmement rapidement. Et on voit justement, notamment que sur les images, que toute l'armada, entre guillemets, évidemment, ce sont des images précises, on ne sait pas exactement d'où sont partis précisément ces missiles, mais on voit que l'armada marine, en tous les cas, a été utilisée cette nuit pour cibler l'Iran. Colonel Pierre de Jong, je voulais m'arrêter avec vous sur 2 images qui nous ont alertés pour comprendre ce qu'avaient ciblé précisément les Américains cette nuit. La première image, on va la voir, on l'a entourée justement pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre. C'est une frappe donc américaine. Encore une fois, ce sont des images publiées par le CENTCOM, l'armée américaine. Et regardez cet engin. Est-ce que on est là sur des missiles iraniens, des batteries? Expliquez-nous un petit peu. Alors c'est difficile à voir parce que vous savez que les missiles anti-aériens ressemblent à ce genre de missiles que vous montrez. Donc c'est difficile à appréhender. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que si là, ce qu'ont fait les Américains, ils ont une idée assez précise, très concrètement, des emplacements des missiles, des emplacements des batteries, des emplacements des radars, bien évidemment, qui sont extrêmement importants. Donc encore une fois, il y a un ciblage qui a été fait. Et à partir de là, les machines, les majors, va planifier. Donc j'imagine qu'il y a des phases. Il y a une option 1, une option 2, une option 3 comme d'habitude. Et sur l'option 3, on va déclencher un tir très concrètement. Donc là, encore une fois, ce que je veux dire, c'est que le ciblage est humblement fait aux États-Unis. Deuxième point, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les cibles préférentielles. Donc, l'état-major CENTCOM en fait va choisir les cibles qui considère comme les plus importantes et les plus urgentes. Dans tous les termes, très concrètement, en fait, ils ont tapé sur un ensemble de sites qui se répartissaient sur la rivière, sur la face sud du golfe Persique. Donc en fait, ils veulent démontrer aujourd'hui à travers ces tirs veulent démilitariser, entre guillemets, ils veulent démilitariser, la rive nord du golfe Persique. Deuxième point, quand vous avez ce genre de missile qui apparaît, c'est l'image satellite, évidemment, quand vous avez ce genre
Évidemment, ce genre de missile, c'est une cible prioritaire, puisque c'est ce genre de missile qui va soit tirer sur les pays du Moyen-Orient, soit éventuellement servir, qui va être un missile anti-aérien. Encore une fois, tous ces missiles, ça fait partie, encore une fois, des cibles prioritaires. Maintenant, ce qu'il faut bien noter, ce qu'on remarque quand même, c'est que les Américains sont sur un modèle, je dirais, de bas niveau. Quoi? Parce qu'ils sont rentrés dans une guerre asymétrique. Et dans une guerre asymétrique, quand vous êtes la puissance dominante, vous pouvez avoir 2 porte-avions, 2 groupes aéronavals, tout ce que vous voulez. En fait, c'est l'usage. Les Américains aujourd'hui se limitent dans cet usage de la force. Donc en fait, ils font un ciblage. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, parce que j'imagine que ce conflit peut durer encore plusieurs mois. Ils vont écheniller et en fait user progressivement les Iraniens, considérant éventuellement que les Iraniens n'ont pas de capacité à agir dans le long terme. La liaison est un petit peu compliquée avec vous, colonel, mais on a bien compris en tous les cas votre analyse. Xavier Giacomoni, je poserai la même question à Marc juste après. Difficile de voir précisément de quoi il s'agit, mais ça ressemble quand même à des missiles. C'est une erreur iranienne. La position du missile paraît assez bizarre. On a l'impression que le missile est couché sur le sol. Je sais pas si c'est la perspective, l'angle de vue qui donne cette impression-là. Mais ce qui est intéressant dans ces images, encore une fois, qui nous ont été fournies par le CENTCOM, donc les Américains nous envoient les images qu'ils veulent bien. C'est une communication. On n'a pas évidemment toutes les images. Mais si on a 140 cibles qui sont d'une part, un missile. On a vu un camion qui était visiblement un camion de commandement qui devait commander un radar et des défenses antiaériennes ou des tirs de missiles. On a vu plusieurs choses comme ça. Il y a plus d'images que ça, en fait. J'en ai vu un petit peu plus. C'est normal qu'il y ait 140 cibles. Parce qu'en fait, on est sur des petites cibles, des cibles avec une valeur ajoutée relativement faible. On n'a pas d'image de destruction des fameuses cités de missiles qu'on trouve tout le long de la côte, entre Keshm, Bandar Abbas, le port de Sirik qui est extrêmement important, enfin la petite ville de Sirik, où il y a dans la montagne un complexe extrêmement fortifié, où il y a des missiles, où il y a des bateaux cachés, où il y a des abris pour des vedettes rapides, pour pouvoir être mises à l'eau, pour intervenir le plus rapidement possible dans le détroit d'Ormuz. On s'aperçoit que la plupart des bateaux qui ont été frappés par les Iraniens le sont sur la côte est de la péninsule de Moussandam, donc c'est Sultanat d'Oman, à environ 60 km de Sirik. Donc c'est vraiment là qu'il y a un abcès de fixation. Et là, on n'a pas d'image nous indiquant, par exemple, que des bombes pénétrantes aient détruit des bunkers ou des sites extrêmement fortifiés iraniens. On n'a pas ça pour le moment. Marc Semo. C'est une logique d'escalade. C'est-à-dire, là, pour le moment, on est encore dans une espèce de bras de fer autour des navigations. Est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce qu'elle n'est pas ouverte? Les Iraniens disent maintenant le détroit est fermé. Les Américains disent les bateaux continuent de passer, etc. À chaque fois, ça a été la même mécanique, c'est-à-dire des bateaux sont passés sur le rail d'Oman, ils ont été visés par des Iraniens, les Américains ont répondu avec des frappes et ensuite les Iraniens ont riposté. Donc on est encore dans une phase d'escalade. Et il est logique que les Américains ne détruisent pas encore ce qu'ils considèrent être des objectifs beaucoup plus consistants, et ils montrent simplement ce qu'ils peuvent faire, eux ce qu'ils veulent pour le moment, ce à quoi ils veulent arriver. Leur objectif, au moins à très court terme, c'est celui de dire voilà, les bateaux passent dans le détroit d'Ormuz. Est-ce que les Iraniens ont vraiment besoin de ça aujourd'hui? Enfin, pardon, mais si c'est un camion, un petit missile, c'est pas comme ça que. D'abord, on ne sait pas. On connaît pas. Encore une fois, la totalité des cibles. De ce que communiquent en tout cas les Américains. Sur la communication, c'est ça. Oui, sur la communication, c'est ça. Donc c'est peut-être que ça. Donc dans cette logique, effectivement, de se préparer à une escalade plus grosse, où effectivement il y a des choses qu'on ne montre pas pour différentes raisons, parce qu'ils ne veulent pas tactique, ils ne veulent pas aussi dire ça laisserait comprendre peut-être d'où vient l'information, etc. Faut pas oublier quand même que le régime iranien a été pénétré à tous les niveaux par les services israéliens. On l'avait vu avant la guerre, on l'avait vu au moment des frappes, etc. Donc on ne sait pas là-dessus où on en est, et on est effectivement dans une phase qui est le début d'une phase manifestement d'escalade, où on peut aussi bien aller vers une espèce de guerre en continu par intermittence sporadique avec des montées de tension extrêmes et des retours en arrière, ou aller de nouveau vers une guerre ouverte qui ne serait pas avec une opération au sol, mais par ailleurs, on continue maintenant, les Américains, à marteler sur cette côte sud de l'Iran,
qui serait le lieu, s'il devait y avoir des interventions au sol, qui ne serait pas évidemment la prise de contrôle des 1000 km, mais qui serait sur un certain nombre de points clés, et c'est aussi peut-être là-dessus une répétition. Ceci dit, la nouveauté de la nuit, c'est qu'ils ont frappé sur 1200 km de littoral, de Chabahar, donc au Kouzistan, et c'est la première fois qu'ils le font depuis plusieurs semaines. C'est la première fois que tout le littoral iranien finalement. Tout le littoral iranien est concerné, ce qui est assez nouveau, et notamment Boucher, qui est le port de soutien de l'île de Karg. Ça, c'est important. Il y a une centrale aussi nucléaire. Et il y a une centrale nucléaire, effectivement, avec la construction de deux nouveaux réacteurs par Rosatom, donc par la compagnie nationale russe. Et en parlant de cibles à haute valeur, qu'évoquait Xavier, c'est l'île de Karg, effectivement, avec ces 3 jetés qui pourraient être une cible très intéressante pour les Américains. Les 3 jetés du grand terminal pétrolier de Karg, où peuvent s'amarrer près de 10 supertankers jour, c'est une cible facile pour les Américains. Alors on viendra justement sur la suite et les éventuelles ripostes américaines, parce qu'on va évoquer maintenant la riposte iranienne. On a parlé des frappes américaines en conséquence. Je rappelle, 145 cibles visées cette nuit, mais les Iraniens ont également mené la plus grosse campagne de frappe depuis début avril, depuis le cessez-le-feu. Des deux côtés, la puissance a été très impressionnante avec au moins 5 pays visés, parce que 6 même, si je ne me trompe pas, 6 pays du Golfe qui ont été visés cette nuit par Téhéran. On va prendre la direction de Doha au Qatar, pays qui a été visé notamment cette nuit. On retrouve notre reporter sur place, Pierre-Olivier Dantan, parce que c'est un déluge de feu qui s'est abattu sur les pays du Golfe Persique. Effectivement, Quentin, une très large riposte iranienne qui a eu lieu cette nuit. Pour tout vous dire, ça a commencé d'abord au Qatar. Avec Olivier Martin, nous avons reçu une première alerte sur notre téléphone aux alentours de 6h du matin, heure française, et quelques minutes plus tard, alors que nous étions en train de nous mettre en place pour un duplex pour la matinale, eh bien une explosion a eu lieu dans le ciel de Doha, très proche de notre hôtel, qui est liée à une interception de missiles en provenance d'Iran, une chute de débris qui a fait 3 blessés, dont un enfant. De leur côté, les gardiens de la Révolution disent avoir visé la base américaine Al Udeid, à une 50aine de kilomètres de Doha. Mais vous le disiez, Quentin, d'autres pays du Golfe ont été visés. À Bahreïn, au moins 3 sirènes ont retenti en moins de 4 heures. Les gardiens de la Révolution disent avoir visé ce fameux quartier général de la 5e flotte navale américaine. Koweït aussi dit avoir intercepté des cibles ennemies dans les airs. Autre attaque revendiquée également par les gardiens de la Révolution à Oman. Les gardiens de la Révolution disent avoir visé un port et des réservoirs de carburant de l'armée américaine. Les systèmes de défense antiaérienne ont également fonctionné. Ce matin, aux Émirats Arabes Unis, on voit clairement un regain de tension. On parlait beaucoup ces derniers jours, ces dernières semaines seulement de Bahreïn et de Koweït, entre guillemets les 2 seuls pays du Golfe qui étaient visés par une riposte iranienne. Eh bien, on a vu que tout pouvait changer, notamment cette nuit avec le Qatar, les Émirats, mais aussi Oman qui étaient visés. Merci beaucoup Pierre-Olivier Dantan. Merci également à Olivier Martin pour les images à Doha en direct du Qatar. On est encore en ligne avec le colonel Pierre de Jong. Colonel, quel est le message que veulent envoyer les Iraniens en ciblant d'un coup comme ça 5 pays du Golfe après cette attaque ? On pourrait même rajouter la Jordanie qui a été attaquée. Alors évidemment, c'est la preuve que très concrètement le système de missiles iranien fonctionne. Donc c'est ce qu'on appelle des attaques massives. Il y a une espèce d'attaque de saturation. Maintenant, les résultats sont assez faibles puisque tout le système anti-aérien patriote a fonctionné et donc la grande majorité des missiles n'a pas touché ses objectifs. Ça, c'est aussi un point extrêmement important. Maintenant, le problème, c'est qu'en fait, on est dans la situation hantée, comme on dit. On est dans la situation dans laquelle nous étions il y a à peu près 3 semaines à mois, avec des bombardements massifs iraniens et avec des répliques américaines. On va voir maintenant ce qui va se passer. On peut imaginer une deuxième réplique. Tant qu'Ormuz est bloqué par les Iraniens, il y aura des répliques américaines. Maintenant, on verra le gap, ou je dirais l'échelon supplémentaire que les Américains vont mettre en place, c'est s'y mettre à bombarder avec des B-52 ou avec faire des bombardements plus massifs. Tant qu'on est dans les bombardements de précision, avec des missiles de précision, on reste dans une espèce de forme d'escalade. On n'est pas rentré encore sur un modèle de destruction, je dirais un peu ce que cherchent à faire les Iraniens. Concrètement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit bien que l'île de Keshm est vraiment centrale, également le port de Bandar Abbas qui tient l'entrée d'Ormuz. Et on voit bien que l'effort qui va se manifester des Américains va se situer là. Et on va voir dans les semaines qui viennent ou dans les jours qui viennent, il y aura un débat qui va réapparaître sur l'emploi éventuel de troupes au sol. Le débat va redémarrer comme il y a 3 semaines à mois. On va repenser à cette question et je vous rappelle qu'il y a un deuxième bateau qui s'appelle
s'appelle le Boxer, qui vient de rejoindre les groupes aéronavals, qui en fait avec toute une série de moyens, des Marines, des avions de des bateaux de débarquement, etc. Donc aujourd'hui, les Américains ont 2 bateaux capables, encore une fois, d'intervenir sur les côtes. Ils ont tout ce qu'il faut, 2 porte-avions. Donc effectivement, dans la palette des moyens, dans la palette des possibilités, aujourd'hui, tout est ouvert. Je vous remercie, colonel Pierre Delongue, parce que je sais que vous devez nous quitter. Merci d'avoir été en direct dans le grand dossier avec nous. Rina Bassiste, l'un de ces pays qui est très important visé par les Iraniens, c'est la Jordanie. C'est assez rare depuis le début du conflit. La Jordanie avait été relativement épargnée. Il y avait eu des frappes sur la Jordanie, mais cette nuit, les Iraniens n'ont pas hésité à frapper ce pays. Oui, en fait, c'est la deuxième fois, parce que nous, on est maintenant dans la 3e vague des frappes américaines, ou des ripostes américaines. Et déjà, dans la deuxième, il y avait déjà une frappe iranienne a priori plus restreinte que cette fois-ci. Maintenant, les Iraniens, ils disent, est-ce qu'on peut le croire, qu'ils ont complètement anéanti une base américaine située en Jordanie. Bon, je crois qu'on a tous un peu de doutes sur l'ampleur de ces frappes et la vérité de ces déclarations, mais manifestement, ils ont visé la Jordanie. Et là, vous pouvez imaginer qu'en Israël, ça a grandi. Parce que c'est une frontière commune avec Israël, la Jordanie, on rappelle. Exactement, c'est une question de 40-50 kilomètres, c'est tout. Donc, soit par erreur, soit pas par erreur, les frappes contre Israël, ça peut arriver très vite. Israël se prépare, ça s'est déjà préparé depuis quelques jours avec des plans de riposte, parce que ça, c'est clair. Pour l'instant, le gouvernement israélien se tient à côté, se mêle pas pour ne pas être accusé d'essayer de pousser le président américain vers la guerre. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, ce sont les élections et la fatigue des Israéliens qui sont pas vraiment très enthousiastes d'encore entrer en guerre. Mais s'il y aura une attaque iranienne, bien sûr. Va riposter. Et on parlera de l'éventuelle riposte iranienne juste après, parce qu'évidemment, c'est toute la question dans les prochains jours. Un mot avec vous, Xavier de Giacomoni, parce que vous aussi, vous avez été surpris parce que le fait que la Jordanie était ciblée. Il y a également Oman aussi, parce que c'est un pays qui jouait jusque-là les interlocuteurs. Ce sont 2 raisons totalement différentes à mon sens. Surpris, non, puisque ça l'a déjà été. En fait, la Jordanie, il y a 2 intérêts pour les Iraniens. Le premier, c'est de montrer à Israël qu'ils ont encore des missiles qui vont jusque dans la région. Comme le disait Rina, il y a une frontière commune entre les 2 pays. Donc, si un missile tombe sur la base Prince Hussein en Jordanie, il peut très bien tomber de l'autre côté de la frontière. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que les Iraniens soupçonnent, et je pense qu'ils ont a priori raison, que la base Prince Hussein serve notamment à faire décoller des ravitailleurs pour aller ravitailler les avions qui bombardent en Iran. Donc c'est une excellente raison, à partir du moment où un pays met à disposition son territoire pour aller bombarder le vôtre, eh bien vous bombardez en retour. Il faut bien voir que les distances de tir entre les pays du Golfe, où on est sur 400, 500 km, la Jordanie, où on est sur 1600, 1800 km, sont pas du tout les mêmes. Donc pour les Iraniens, il y a vraiment intérêt à montrer que leurs forces sont encore capables de faire ça, d'autant plus que, comme on le disait tout à l'heure, je pense que le retour à la guerre totale, pour faire la différence entre la guerre qui continue dans le cessez-le-feu, c'est le jour où Israël revient dans le jeu et frappe à nouveau en Iran. Or, Rinal disait, il y a des élections le 27 octobre prochain. Pour Benyamin Netanyahou, ça devient de plus en plus compliqué pour lui. Alors, justement, pour en revenir à ces frappes, la question d'Oman est très intéressante. Parce que pourquoi ils ont assumé ce tir sur Oman ? Oman avait été quand même à chaque fois le lieu où s'étaient déroulés les contacts entre Américains et Iraniens. Il y a 24 heures. Ils étaient encore à Bassaraki. Il y a 24 heures. Voilà, ils se parlaient encore. Il est encore à 24 heures. Non, c'est bizarre. Alors, on peut avoir plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse qui est comme assez peu probable, de cette défense mosaïque, donc très décentralisée des gardiens de la Révolution, qui serait, mais ça tient pas, c'était valable au moment où il y avait vraiment les frappes massives de Épicurie, mais maintenant ça ne tient vraiment pas comme explication. Donc c'est un avertissement clair et double à Oman. D'abord parce que Oman est le partenaire obligé de l'Iran s'ils veulent faire un contrôle payant du Golfe. C'est histoire de dire, regardez, on peut faire très mal et vous avez vraiment intérêt à revenir vers nous. Et c'est aussi cette stratégie globale d'intimidation aujourd'hui de l'Iran
qui veut s'affirmer toujours plus comme puissance régionale, qui est pris par l'hubris, convaincu d'avoir gagné cette guerre contre la première puissance militaire mondiale et la première puissance militaire régionale. Et ça, c'est extrêmement préoccupant, parce que face à un Iran pris par l'hubris, qui ira donc toujours plus loin, qui ne se contente même pas d'un protocole d'accord qui globalement fait la part belle à la quasi-totalité de ses exigences, on est devant un facteur irrationnel dans une escalade et qui peut porter très loin, d'autant, et je terminerai là-dessus, que un président américain qui n'a cessé de dire qu'il allait détruire l'Iran, là, à propos des menaces de mort à son encontre, il est revenu à la charge là-dessus avec 1000 missiles pointés sur l'Iran, à un moment ou à un autre, doit faire quelque chose pour garder sa crédibilité. Vincent Crouzet. Petite précision sur la Jordanie, c'est la 5e salve depuis la fin du mois de février sur la Jordanie. Il y en a eu 2 assez importantes début mars, 119 projectiles plus 85, et il y a eu également des salves les 11 et 12 juin dernier. Mais beaucoup moins importante. Donc c'est la 5e depuis le début d'année. Et la question que j'ai envie de vous poser, Vincent Crouzet également, est-ce que ces pays-là, régulièrement frappés, alors il y a eu le Koweït, Bahreïn, régulièrement presque un peu plus que ces autres pays, mais Oman, les Émirats Arabes Unis également, qui n'ont pas été touchés officiellement, mais qui ont été visés cette nuit, est-ce qu'ils peuvent se défendre ? Est-ce qu'il va falloir à un moment donné... Les Émirats n'ont pas été touchés parce qu'ils ont une défense antiaérienne qui est largement la meilleure de la région, donnée par les premières du monde. Par les Américains aussi. Ils ont notamment des missiles THAAD, dont ils sont quasiment les seuls à en avoir à part les États-Unis, et qui savent très très bien se défendre. Ils ont beaucoup appris de la première guerre depuis le 28 février. Et à cette époque-là, moi j'ai passé environ un mois aux Émirats. Les dégâts étaient relativement limités. Sur toute la période de la guerre, ils ont eu une dizaine de morts. La plupart du temps, c'était des débris d'intercepteurs en fait qui tombaient sur des gens dans la rue. La plupart du temps, d'ailleurs, des non-nationaux. C'était pas des Émiratis, c'est des gens qui étaient dans la rue et qui se prenaient un débris. Alors, ils savent se défendre, mais est-ce qu'ils peuvent attaquer ? Et défense à laquelle nous contribuons, nous aussi français, avec donc nos Rafales qui rentrent en action avec des opérations de défense aérienne, puisque nous avons un protocole d'accord. Eux ont des Mirage 2000. Et eux ont des Mirage 2000. Ils auront des Rafales à la fin de l'année. Ils auront 80 Rafales à la fin de l'année. Et on en parlait avec Marc hors antenne tout à l'heure en début de plateau. La somme des budgets de défense donc des pays du Golfe, c'est près de 100 milliards de dollars. Celle de l'Iran, c'est entre 20 et 30 milliards, on ne sait pas trop. Donc les pays du Golfe, oui, ont les moyens de se défendre. Et ne serait-ce que pour reprendre donc l'exemple des Émirats Arabes Unis, pour l'instant, ils ont près de 120 avions de chasse, chasseurs bombardiers, auxquels vont s'ajouter donc les 80 Rafales qui seront opérationnels à la fin de l'année. Donc ils ont tout à fait les moyens de se défendre et même d'attaquer l'Iran si besoin est. Marcemo. Oui, et en plus, la population globale des pays du Conseil de coopération du Golfe, c'est 60 millions d'habitants, donc ce n'est pas négligeable. Potentiellement ensemble, ils pourraient être une puissance. Alors, non pas au niveau de celle de l'Iran, mais malgré tout une puissance. Le problème, c'est que chacun de ces pays est tenté de jouer ses propres cartes, et on le voit de façon caricaturale, y compris maintenant, où manifestement l'Arabie Saoudite, qui à une époque était plutôt en pointe, se met en retrait, d'ailleurs n'a pas été visée cette nuit par les frappes. Le Qatar continue à être dans un rapport plus qu'ambigu avec l'Iran. Bahreïn, qui avait signé, comme les Émirats Arabes Unis, les accords d'Abraham, est une cible. Donc chacun, finalement, ils agissent en ordre dispersé avec des intérêts totalement différents pour les uns et les autres. Et les Émirats Arabes Unis, je terminerai là-dessus, qui étaient les plus engagés du côté américain et aussi dans la coopération avec Israël, au point que justement leur système de défense était à la fois américain et israélien, aujourd'hui sont en train de faire un peu un discret rétro-pédalage parce que ils ont très peur de se trouver isolés. Rapidement, Rina, puis on avance sur le... Oui, mais Marc a raison, parce que chaque pays dans le Golfe, même s'ils sont tous attaqués, chacun va réagir séparément. Il n'y a pas une unité, il n'y a pas une stratégie commune. Et on se souvient, c'était, je crois, fin mai, qu'il y avait des révélations justement sur les Émirats qui ont participé beaucoup plus dans les attaques contre les Iraniens qu'on savait a priori. Il y avait des dizaines au moins des avions émiratis qui ont frappé l'Iran. Ça, c'était quelque chose qui était gardé assez discrètement. On peut voir un scénario pareil où chacun, de son côté, décide comment
quelle sera l'ampleur en fait de la riposte. Alors je voulais vous montrer une image et ce sera une parfaite transition pour montrer l'état d'esprit des Iraniens. Regardez cette image, c'est une inscription que l'on a vue sur un missile qui a été tiré vraisemblablement cette nuit iranien. Encore une fois, ce sont des images de propagande qui nous arrivent de la télévision d'État iranienne. Regardez cette inscription, nous combattrons notre ennemi jusqu'à la dernière goutte de sang. Visiblement, on sent que les Iraniens sont quand même dans un état d'esprit, disons peut-être quasi invincible, c'est leur état d'esprit. La propagande, ça existe. C'est un grand classique. Évidemment. L'Irak de Saddam Hussein avec les trucs, Saddam jusqu'au bout de qui s'est effondré en... Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ce type de message sur les missiles iraniens, mais pourquoi les Iraniens aujourd'hui sont dans cet état d'esprit? Peut-être parce que finalement, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est ce détroit d'Ormuz, et tout porte à croire aujourd'hui quand même qu'ils ont un certain contrôle de ce qui se passe sur le terrain. On rappelle que il y a quelques heures, les Iraniens nous ont indiqué que le détroit d'Ormuz était fermé. Eh bien, il y a un peu plus d'une heure maintenant, Donald Trump s'est exprimé, qui a suivi notamment une déclaration du CENTCOM, donc l'armée américaine, qui nous indique que le détroit d'Ormuz en fait est ouvert et que plusieurs navires sont en fait en train de passer, tout simplement circuler. Il n'y a rien à voir, autrement dit, du point de vue de la Maison Blanche. On va prendre la direction de Doha, au Qatar. Retrouver encore une fois Pierre-Olivier Dantan, parce que on va se poser une question simple. Vous êtes non loin du détroit d'Ormuz, Pierre-Olivier Dantan. La question, elle est simple. Est-ce qu'au moment où on se parle, des navires sont bel et bien en train de passer le détroit d'Ormuz? En tout cas, Quentin, c'est sûr qu'il y a cette déclaration d'abord de Donald Trump qui affirme que le détroit, il est ouvert. Un petit peu plus tôt, il y a eu une communication du CENTCOM qui assure que ce détroit d'Ormuz, il est ouvert comme si de rien n'était pour tous les navires qui souhaitent le traverser, et surtout que des forces américaines sont présentes pour assurer la sécurité dans la région. Je cite d'ailleurs cette communication du CENTCOM: l'Iran ne contrôle pas le détroit. Elle est là justement, cette divergence de fond avec les Iraniens, parce que eux, ils disent d'une part que le détroit d'Ormuz, il est fermé, mais surtout, c'est nous qui le contrôlons. Donc d'un côté, il y a le discours iranien, le détroit est sous notre contrôle, et de l'autre, il y a Donald Trump et le CENTCOM qui disent que le détroit d'Ormuz est ouvert. En fait, on voit en réalité qu'avec cette communication, les États-Unis encouragent très fortement les armateurs à traverser ce détroit, notamment par ce passage qui est devenu un petit peu célèbre maintenant ces dernières semaines. On en parle beaucoup, ce passage le long des côtes omanaises, préconisé par les États-Unis, présenté comme plus sécurisé, qui permettrait de contourner le risque de mine. Alors qu'on le sait, les Iraniens ne changeront pas leur position, ils veulent leur propre passage le long des côtes iraniennes, et surtout imposer un péage, monnayer ce passage dans le détroit. Et on sait que la situation est forcément très tendue, parce que ce qui est à l'origine de ces frappes américaines sur l'Iran et de cette riposte iranienne sur les pays du Golfe la nuit dernière, eh bien c'est parce que deux navires ont traversé le détroit justement par ce chemin le long des côtes omanaises et ont été visés par l'Iran. Donc on voit que la situation reste extrêmement tendue ici. Beaucoup Pierre-Olivier Dantan, merci également à Olivier Martin. Jeu de poker menteur, en tout cas au niveau de la communication. Xavier Giacomoni, je sais que vous regardez régulièrement Marine Traffic. Est-ce que ces dernières heures, il y a eu du passage? Alors, sur Marine Traffic, c'est là où c'est important de faire le distinguo. Il y a un bateau qui est passé qui s'appelle le Berg Star, qui est un bateau armé par des Chinois. C'est un pétrolier et qui est passé par le rail nord. On va appeler ça comme ça maintenant, ou la route nord, si vous voulez, côté iranien. Donc, avec l'acquiescement des Iraniens, il y a un accord avec les Chinois. Est-ce qu'ils ont payé, est-ce qu'ils n'ont pas payé? Ça, on verra. Maintenant, sur le rail sud, c'est difficile de vous répondre parce que les bateaux qui passent dans le rail sud coupent leur AIS. Leur transpondeur, c'est-à-dire le radar qui permet de les voir. Le positionnement automatique, si vous voulez, il y a un bouton on/off, et si vous voulez pas le mettre, eh bien, si vous voulez être fantôme, en fait, c'est-à-dire que les bateaux liés aux Américains deviennent des bateaux fantômes. On est dans un monde un peu renversé. Mais en revanche, les Iraniens, eux, les voient très très bien. On le disait tout à l'heure. Il y a à peine 60 kilomètres entre leur port le plus actif dans cette lutte contre les bateaux fantômes, le port de Sirik, et la pointe de la péninsule de Musindam. Il y a aucun problème. En prime, c'est une région, moi j'y ai passé plus d'un mois, dans la péninsule elle-même, donc vraiment aux abords du détroit. C'est une région
où il y a énormément de bateaux de trafic en tout genre, énormément de pêcheurs qui peuvent très facilement renseigner les Iraniens s'ils sont pas eux-mêmes des gardiens de la révolution déguisés en pêcheurs pour surveiller ce qui se passe dans le Golfe. Pour eux, c'est vraiment pas un problème. Donc c'est une bataille de communiquer, c'est même plus de la propagande, parce que là tout le monde, enfin on rigole tous un petit peu, les Américains qui disent c'est ouvert, bah oui, les armateurs ils vont se précipiter pour se prendre un missile dans leur bateau. En fait c'est le but des Iraniens. Ils veulent faire peur. Moi, je serais pas du tout étonné que d'ici quelques temps, ça commence à monter tout doucement d'ailleurs, on ait des rumeurs comme quoi sur la route sud, il y a des mines. Il y a des mines ou pas, en fait. Ça a déjà commencé, je crois. Ça n'a pas d'importance qu'il y en ait ou pas. Ce qui est important, c'est que les armateurs pensent qu'ils mettent leurs navires, leur cargaison et leur équipage en danger en prenant cette route. Alors, visiblement, donc un navire, quelques-uns, donc le détroit reste relativement bloqué, visiblement, parce que ce n'est pas plutôt avec bloqué, quelques navires qu'on peut dire que le détroit est ouvert. Et on sent bien que les Iraniens comprennent la force qu'ils ont entre les mains, cette carte qu'ils ont depuis quelques semaines maintenant. Regardez ce que dit le conseiller militaire du guide suprême iranien Mojtaba Ramenei. Ce passage stratégique est plus important que des dizaines de bombes atomiques. Ce qui est très étonnant, c'est que depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, c'était les analystes qui disaient et qui faisaient des comparaisons entre l'importance de cette bombe nucléaire éventuelle iranienne avec ce détroit d'Ormuz. Là, c'est les Iraniens eux-mêmes. Oui, alors lui, il avait déjà fait cette déclaration quelques fois. Mais c'est vrai et c'est faux. C'est vrai en ce sens que ça leur donne un moyen de pression énorme. Et le différent, en plus de l'arme atomique, c'est réversible. Parce qu'une fois que vous avez lancé une bombe, même tactique, on rentre dans un autre univers. Mais je t'avais écouté tout à l'heure. Ce qui est vrai aussi, c'est que c'est à l'instant T. C'est-à-dire que d'une certaine façon, les routes de contournement du détroit d'Ormuz sont en train de se mettre en place. Alors elles ne sont pas immédiates. Le port de Yambo, qui est le port saoudien sur la mer Rouge. Bon, pour le moment, il y a un éléoduc qui part des champs pétrolifères qui sont à l'est et qui vont traverse le pays. Il traverse le pays. Il n'a pas toutes les capacités des autres, mais effectivement, Yambo, on peut y arriver, y compris même si Bab el-Mandeb au sud est bloqué aussi par les rebelles houthis. Il suffit de rentrer par le nord, le canal de Suez, vous chargez, vous repartez par la même voie. Ça fait très cher. Il faudra. On lance maintenant des travaux ferroviaires avec cette idée que la Syrie pourrait redevenir une plaque centrale avec le pétrole qui viendrait de l'Irak ou du Koweït, qui traverserait, qui arriverait en Méditerranée. Mais tout ça, ça prend énormément de temps, ça coûte énormément d'argent. Donc on peut dire que malgré tout, pour les prochaines années, tenir Hormuz, c'est tenir en otage potentiellement l'économie mondiale via ce détroit où transite, bon an, mal an, à peu près un tiers des hydrocarbures. Mais c'est à court terme. Rina Bassis, vous vouliez réagir? Oui, moi je ferais très attention avec ce genre de déclarations, parce que certes, le détroit d'Ormuz, ça est devenu un objectif stratégique pour l'Iran. Ça, il n'y a pas de question. Ils veulent avoir la souveraineté, les péages, tout ce qui va avec. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'on est dans un cadre de négociation. Et là, d'un côté, ça est devenu un objectif, mais c'est aussi un moyen, justement, parce que même si ce monsieur a dit que ça nous sert beaucoup mieux que des bombes atomiques, les Iraniens, ils n'ont pas du tout l'intention de laisser tomber leur projet nucléaire. Oui, c'est pas un message. Voilà, il faut faire très attention. Le fait est qu'ils insistent sur le détroit d'Ormuz, ça veut dire pas qu'ils vont laisser tomber, qu'ils vont faire un compromis, qu'ils vont oublier, qu'ils ont dit c'est pas grave, on n'a pas besoin de ça parce qu'on a le détroit d'Ormuz. Et on se souvient très bien, au début des négociations, c'était justement comment on a commencé avec cette histoire de détroit d'Ormuz, justement pour ne pas négocier la question nucléaire. Et le fait est que toujours on négocie pas la question nucléaire. Alors on parlera de la question nucléaire juste après. Vincent Crozet, vous vouliez réagir? Oui, non, mais les Iraniens sont en train de tuer la poule aux œufs d'or du détroit d'Ormuz, très clairement. Parce que, donc, Marc en parlait, même si les projets sont des projets à long terme, néanmoins, par exemple, le projet de doublement du pipe de Fujairah, il est déjà en cours, le chantier est en cours. Les Saoudiens sont en train de lancer celui du doublement aussi du pipe Est-Ouest, avec cette fois-ci un gazoduc. Et effectivement, tu parlais
des routes vers le nord. Il y a un projet d'oléoduc très important, donc passant par l'Irak et ensuite débouchant en Turquie au terminal de Dortiol. Alors ça prendra du temps, certes. Mais surtout ça transporte que du brut. Ça transporte pas et pas n'importe quel brut en plus. Mais à force d'ouvrir, ça transporte pas d'essence raffinée, ça transporte pas de gasoil, et puis surtout pas, ça transporte évidemment pas de containers. On oublie toujours cet aspect. Mais les pays du Golfe ont besoin de produits manufacturés qui viennent d'un peu partout dans le monde pour leur propre consommation. Là, je parle pas pour l'export. Hein. Et un porte-containers géant, ça doit être entre 10 et 20 000 containers. T'imagines combien de trains il faudrait pour transporter ça? Donc, évidemment, ça durera pas dans le temps. Je pense que les Iraniens le savent très bien. Mais à l'instant T et pour quelques années, c'est une vraie arme. Au moins le temps de la crise, c'est arme nucléaire, faut pas exagérer, mais une arme de dissuasion intéressante, très importante, sérieuse. Ce que je voulais vous soumettre également, c'est cette petite phrase de Mohamed Ghalibaf, le président du Parlement iranien, qui, on le sait, joue un rôle central dans ces négociations entre les Américains et les Iraniens. Et c'est une phrase, c'est un tweet, entre guillemets, qui nous a interpellés, parce qu'il reprend tel quel, en tous les cas, il est présenté ainsi, le point 5 de ce mémorandum qui a été signé, on le rappelle, de la main de Donald Trump et de la main des Iraniens. Que dit-il ce point 5 ? Là, il est en anglais, mais on vous l'a traduit en français, bien évidemment. En signant cet accord, la République islamique d'Iran fera des arrangements en faisant de son mieux pour que les navires commerciaux puissent passer sans frais pendant 60 jours du golfe Persique à la mer d'Oman. Il y a un lièvre parce que quand on se rappelle de ce qui a mis le feu aux poudres ces dernières heures, à savoir le passage de certains bateaux, visiblement par la route sud, c'est-à-dire la route omanaise, on a le sentiment qu'en fait, les Iraniens sont en train juste d'appliquer ce que Donald Trump leur a permis, et ce qui a cédé, visiblement. Donald Trump a compris qu'il avait signé de travers, beaucoup trop rapidement. Le texte n'a pas été relu. Donc finalement, a été travaillé par les experts. Les Iraniens D'autant plus que ça s'arrête pas à ça. J'ai la suite qui est encore plus intéressante. À l'issue de ce délai, l'Iran ouvrira des discussions avec Oman et les autres États riverains afin de définir le futur mode d'administration et les services maritimes dans le détroit. Pour les Iraniens, ils présentent pas ça comme un racket, ils présentent pas ça comme une taxe, ils présentent pas ça comme un péage, ils présentent ça comme un service maritime. Service pour les remorqueurs qui seraient stationnés dans différents ports si jamais il y avait un problème, service de gestion du détroit, ce qui n'existait pas avant, hein, mais qui est à l'œuvre dans d'autres détroits qui sont plus serrés, plus dangereux. Le Bosphore, par exemple, ou le détroit de Malacca. Dans le détroit de Malacca, les armateurs sont incités à donner une somme d'argent à leur convenance pour justement entretenir les services de remorqueurs, de pilotes et autres. Dans le Bosphore, c'est une obligation. Pour les plus gros pétroliers, ne peuvent pas passer le Bosphore s'ils n'ont pas un pilote à bord. Donc c'est un homme qui connaît très très bien l'endroit en question, en l'occurrence le Bosphore, qui monte, vous savez, par la petite échelle de pilote à bord du navire, qui va à la passerelle et qui conseille le capitaine du navire. Et puis ils doivent être escortés d'au moins 1 voire 2 remorqueurs suivant la taille du pétrolier. Ça, c'est payant. C'est pas des tarifs qu'annoncent les Iraniens. Oui, mais avec une différence. Vous prenez l'exemple du Bosphore. Oui, bien sûr. C'est 800 mètres de large. Bien sûr. Oui. Donc, et il y a tous les ans des pétroliers qui ratent des virages et qui rentrent dans des maisons. Je dis juste, Marc, que c'est ce que veulent démontrer les Iraniens. Les Iraniens, pas ma pensée à moi. Les Iraniens. Pour moi, la mer doit rester libre. Voilà. Les Iraniens, le détroit d'Ormuz, c'est entre 30 et 50 kilomètres dans le point le plus étroit, même si en raison des hauts fonds, la partie navigable est beaucoup plus restreinte. Donc là, on est en train de jouer sur les mots. On voit très bien pourquoi et comment. Oui, mais c'était dans le mémorandum. Les Américains, Trump l'a signé ce texte-là. C'est ça qui est important. Mais on laisse entendre que pendant les 60 jours des négociations, la navigation est libre et l'Iran fera ça dit qu'ils ont le droit d'empêcher la libération libre par le Sud. L'Iran aura le droit d'ouvrir le feu. Du coup, je pose la question, est-ce que le nœud du problème, ce n'est pas cet accord qui justement permet on le sait depuis le début, malheureusement il a été... En ce qui concerne les paiements aux Iraniens, qu'aujourd'hui les armateurs et les traders doivent payer, ils doivent payer. Et ils payent en crypto-monnaie. Parce que les Américains nous ont dit qu'il n'y aurait pas de péage. Écoutez, à ce propos, Marco Rubio, écoutez. Le monde va-t-il accepter que l'Iran contrôle? Alors préparez-vous, car une dizaine d'autres pays vont commencer à faire la même chose dans leur voie navigable. Une situation inacceptable qu'ils tentent de normaliser. Il va falloir se faire à l'idée, peut-être, que dans les prochaines semaines, de manière aux un péage iranien.
Il y aura, d'une certaine façon, soit qu'il y a en fait des accords entre les grands armateurs et les Iraniens. Il y aura d'autres pays, mais pour l'instant, on parle d'un pays qui opère comme ça. Veut dire pas que tous les autres pays dans le monde ils vont adopter ces genres de comportements. Mais si on accepte ça, effectivement, on accepte que la région, qu'elle a l'hégémonie, qu'elle décide pour tout le monde dans une situation extrêmement dangereuse où en fait le régime de Téhéran sort beaucoup plus renforcé. Il y a une partie dans la déclaration de Marco Rubio de grande hypocrisie. Alors effectivement, pour les États-Unis, c'est terrible parce que leur crédibilité même qui est en jeu, puisque les États-Unis, en tant que première puissance militaire mondiale, héritière après la succession conflictuelle, etc. Après tout, même nous, pour notre déficit, on a un certain nombre. La Manche et le rail d'Ouessant pourraient être avancer encore parce que tout ce qui se passe depuis plusieurs heures, on voit qu'il y a une montée des tensions, il y a un embrasement et forcément la question qui se pose, c'est est-ce que cet accord, souvenez-vous de la déclaration de Donald Trump il y a maintenant 3 jours en expliquant que le cessez-le-feu. Presse, c'est une émission très connue du dimanche matin ici. Ils l'ont interviewé par téléphone et au cours de cet entretien téléphonique, donc Donald Trump affirme que le détroit d'Ormuz est ouvert au trafic commercial. Et en fait, en cela, il reprend aussi la déclaration du commandement central américain qui a posté l'Iran ne contrôle pas le détroit, le trafic est fluide et ce après des heures de bombardement, 140 cibles frappées. Du côté des réactions ici, il est encore un peu tôt aux États-Unis et voyez tout à l'heure quelques réactions de commentateurs pro-Trump qui, eux, mettaient l'accent sur la puissance de ces frappes, la puissance du président américain. Mais c'est vrai que si on regarde le reste de la presse, on met plutôt l'accent sur l'échec des négociations. Je voyais notamment la journaliste accréditée à la Maison-Blanche, négociation à Oman entre le ministre des Affaires étrangères iranien et son homologue omanais, justement pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Alors on le sait, Donald Trump ne veut pas forcément y retourner, on l'a régulièrement expliqué sur ce plateau sur LCI, mais quand même Vincent Crouzet, est-ce que là, si les choses s'enveniment à ce point, à cette vitesse, et si l'escalade continue, il ne va pas être obligé d'y retourner? Il ne pouvait pas laisser impunies les 2 attaques des dernières heures, de toute manière. Il était obligé en plus de légitimer la poursuite de la mission navale américaine dans le golfe d'Oman. S'il n'intervenait pas à ce moment-là, eh bien dans ce cas-là, finalement, cette armada ne servait plus à rien. C'est une première chose. Ensuite, il gradue petit à petit la riposte. Elle devient de plus en plus importante, mais il ne touche pas encore, comme le disait Xavier tout à l'heure, des cibles de haute valeur pour l'instant. Il ne touche pas les cibles stratégiques iraniennes. Il ne s'en prend pas non plus aux personnalités iraniennes. C'est une chose à préciser, contrairement à l'opération Epic Fury. Donc on est dans un espèce d'entre-deux à l'heure actuelle, avec des décisions, certainement des options qui sont mises sur la table par le Pentagone, par les commandants militaires. On verra dans les prochaines heures ce que choisit Donald Trump. Cela intervient à un moment où la personnalité la plus interventionniste et la plus, le faucon le plus important est décédé au cours des dernières heures, Lindsey Graham, qui lui était grand ami d'Israël en prime. Grand ami d'Israël et qui était pour la chute du régime. Alors peut-être que cela jouera aussi un rôle dans la décision que prendra Donald Trump dans les prochaines heures. Alors on voit l'échec, entre guillemets, s'est présenté ainsi, notamment, Justine le disait, par certains journalistes, certains analystes, dans ces négociations, l'échec de Donald Trump. Il y a évidemment le détroit d'Ormuz, on en a beaucoup parlé ce soir. Il y a également la question du nucléaire. Il semble là aussi que Donald Trump est en train de perdre la main, si je puis dire, parce que, encore une fois, d'après l'accord, il est question de dire que les Iraniens n'auront jamais la bombe nucléaire. C'est la position, évidemment, des Américains. Mais regardez ces images satellites ces dernières heures. Il semblerait que les Iraniens, malgré cet accord qui est signé et malgré les négociations qui durent en ce moment sur ce sujet, eh bien, ils sont en train de reconstruire. En tous les cas, il se passe des choses sur certains de ces sites nucléaires en Iran. Ce qui est très intéressant de montrer, c'est que ces images satellites, les voici en images, publiées notamment par la presse américaine. Les Iraniens savent qu'ils sont vus. Tout le monde sait que les images satellites, s'ils le font, c'est qu'ils savent qu'ils sont vus. Ça veut dire que c'est une provocation. C'est une logique escalade. Ou à l'heure. Le propre de ce régime, on ne sait pas justement exactement ce qui s'est passé à la tête du pouvoir à Téhéran, mais le propre du régime maintenant, de ce régime qui en partie a muté, parce qu'effectivement les vieux ayatollahs, toute une partie de la classe dirigeante a été décimée par les frappes, c'est la génération d'après celle qui s'est formée, les gardiens de la révolution qui se sont formés dans la guerre Iran-Irak, qui sont
les plus engagés dans le programme nucléaire, parce que eux, ils ont vu ce qu'était cette guerre, ils se sont dit, c'est le nucléaire qui est notre garantie de survie, donc eux poussent, et on peut imaginer là-dessus qu'il y ait ce défi ouvert, avec ensuite, malgré tout, une grande inconnue sur l'état du programme nucléaire iranien. On ne sait pas exactement le résultat des frappes menées par les Américains. On ne sait pas non plus où sont ces 440 kilos d'uranium enrichi. Est-ce qu'ils sont sous les décombres de Fordo? Est-ce qu'ils ont été mis ailleurs, etc. Donc il y a d'énormes inconnus, mais c'est un problème crucial, et c'est un problème crucial sur lequel le Trump fait l'impasse. Rina Bassiste. Oui, les Américains, en fait, ils ont fait un énorme pas négatif sur leur position. Parce que si on commence avec « il n'y aura pas un projet nucléaire », il n'y aura pas une bombe nucléaire, là, il y a un énorme compromis de la part des Américains, parce qu'on peut faire tous les chemins et arriver juste à la fin et ne pas faire, les dernières étapes pour mettre en place tous les composants pour vraiment avoir la bombe. Mais imaginez-vous si vraiment on laisse les Iraniens à reconstruire les centrifuges, on laisse les Iraniens à garder d'une certaine façon, même diluer tout cet uranium enrichi. On laisse les scientifiques iraniens à travailler, et là, ils peuvent travailler dans les laboratoires où il n'y a pas une signature nucléaire devant leurs ordinateurs, juste pour essayer de développer les mécanismes même sans la matière nucléaire. Si on laisse tout ça aux Iraniens, juste disant mais on va vous empêcher à la fin qu'il y aura la bombe, ça sera une situation extrêmement dangereuse. Et on a l'impression en tout cas que dans ces négociations, on va peut-être arriver à un compromis, au moins sur les 400 kilos, qui vont probablement rester finalement en Iran, être dilués. Et souvenez-vous que le 28 février, les Américains, ils ont dit jamais de la vie, ça va pas rester. On va nous-mêmes, aller les récupérer. On parle plus de ça. Mais justement, et on va écouter, juste avant de vous donner la parole, Vincent, on va réécouter ce que nous disent régulièrement les Américains sur ce sujet du nucléaire, à savoir pas question pour l'Iran d'avoir la bombe nucléaire. Écoutez Donald Trump, Marco Rubio et le général Dan Kane. Je ne suis pas content avec l'Iran. On va avoir un échange, on va parler de la dénucléarisation, parce que c'est ça derrière cette guerre. Ce n'est pas une guerre, c'est une question de dénucléarisation. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Ce n'est pas une question de régime, même s'il faudrait changer de régime. Surtout quand on tue les premiers, puis les deuxièmes. Peut-être que ça a fini par mener à un changement de régime. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est, on ne veut pas qu'ils aient d'armes nucléaires. Donc on veut dénucléariser le pays. On a fait d'excellents progrès dans ce sens. Bon, il ne s'agissait que de Donald Trump, mais cette déclaration, elle date de cette semaine. On est quand même loin de la dénucléarisation, visiblement. Oui, parce que on est loin des sites qui auraient été totalement obérés à la suite de l'opération Midnight Hammer l'année dernière, à la même époque. Tout à l'heure, ce qu'on voyait, là, le site, c'est intéressant, le site que l'on voyait, la photo satellitaire, je ne sais pas si on peut nous la... Bien sûr, on va la revoir. Nous la remontrer. Il s'agit du site de Talegan 2, donc qui est dans l'emprise militaire de Parchin, qui est à 40 km au sud-est de Téhéran. Alors c'est pas vraiment un site nucléaire même, mais c'est un site où l'on procède à des tests explosifs à très haute intensité. Donc on peut tester des ogives et des moyens explosifs. Il y a une chambre cylindrique notamment pour les tests explosifs. Donc ça fait partie quelque part. C'est la fin de la chaîne du programme nucléaire iranien. Ce qu'on appelle la weaponisation, pardon pour le néologisme, où quand effectivement on aura de l'uranium suffisamment enrichi, on pourra l'assembler à une ogive et les tests pourraient se faire de manière souterraine, voilà, sur ce site. Donc quelque part, ce site fait partie de la chaîne du programme nucléaire iranien. Au départ, c'est un site de mise au point des missiles balistiques qui effectivement d'ailleurs, il y a eu des explosions à Parchin. Mais moi, quand je vois ces images, je me dis qu'il y a un côté un peu leurre de la part des Iraniens. On voit évidemment pas d'images de Fordo, de Natanz. La montagne de la Pioche, il se passe des choses aussi. On voit des engins, mais on n'a pas d'images. Il y a des bulldozers, il y a de la terre qui est bougée. Est-ce que les Iraniens cherchent aussi à mettre la main
sur une partie des 440 kilos d'uranium qui pourraient être enfouis sous terre. Une partie, l'autre partie a certainement été déménagée avant les frappes. Mais aujourd'hui, on peut imaginer... Et moi, je comprends l'angoisse des Israéliens, cette menace existentielle, que le programme nucléaire iranien, se reconstruise ailleurs que sur les sites qui sont clairement identifiés par les Occidentaux depuis le départ et qui ont déjà d'ailleurs été visités par les inspecteurs de l'EIUA. Maintenant, quand j'entends Donald Trump dire il faudrait négocier nucléaire avec les Iraniens, bah oui, on a mis des années à le faire, on a mis plus de 12 ans à le faire pour aboutir au JCPOA, l'accord sur le nucléaire, signé en 2015, que Donald Trump a déchiré en 2018 avec la bénédiction de Benyamin Netanyahou et même à la demande de Benyamin Netanyahou. Le JCPOA avait été mis en œuvre avec tous les mensonges iraniens. Ils essayaient de tricher dans tous les sens. Ils essayaient d'enlever des caméras posées par les inspecteurs de l'AIEA. Ils essayaient de dissimuler des pans entiers de leur programme. Mais au moins, on aurait pu suivre le programme, quitte à mener les frappes comme celle de Midnight Hammer, qui allait, si on avait suivi ce processus, aurait pu avoir quelques succès puisqu'on aurait su exactement où étaient les points faibles du système. Quand on voit ces images satellites qui datent donc d'il y a plusieurs jours, Marc Semo, pourquoi les Américains cette nuit ou ces derniers jours n'ont pas visé ces sites pour gagner du temps? Pourquoi? Enfin, ça pourrait être une cible légitime des Américains. Ça pourrait être une cible légitime. Ça pourra le redevenir si le conflit s'intensifie. Mais franchement, oui, c'est une bonne question. Oui, ça peut aussi être tout simplement les Iraniens, justement, ils s'agitent un peu là-bas pour signaler aux Américains, si vous voulez frapper quelque chose de nucléaire, tapez là, et en fait, peut-être il n'y a rien de tout là. J'avais une question pour Rina, justement, parce que cette photo, elle concerne qui, en priorité? Elle concerne les Israéliens, tout de même. Et ça fait 3-4 jours quand même que Netanyahou est totalement muet. On entend quasiment personne en Israël sur les derniers événements. Si jamais il y a quelque chose là-bas, en hypothèse, ils vont essayer de l'atteindre, pas avec des bombardements, mais avec plutôt des moyens cyber ou quelque chose qui va déranger ce qui déroule. Ça aussi, ça fonctionnait très bien. Voilà, Stuxnet, les virus informatiques, les assassinats scientifiques, ça fonctionnait assez bien, en fait. Ça fonctionnait mieux. Mieux que cette guerre-là, en tout cas. Voilà. Oui. Et ça coûtait moins cher. Alors, ça, je ne suis pas sûr. Alors, justement, sur le côté d'Israël, parce qu'évidemment, je vois que c'est la position de Benyamin Netanyahou depuis plusieurs semaines avec cet accord a toujours été de critiquer cet accord entre les Américains et les Iraniens en expliquant qu'il ne fallait pas discuter avec les Iraniens. Et ce qu'il se passe ces dernières heures, évidemment, fait réagir côté israélien, parce qu'on se pose peut-être la question, est-ce que ce n'est pas le moment de convaincre peut-être Donald Trump de retourner? Est-ce que ce n'est pas le moment, la fenêtre d'opportunité justement pour mettre définitivement cet accord sous le tapis? Écoutez notre correspondante sur place, Belsabé Salem. Beaucoup de doutes pour l'instant parce que ces derniers jours, on a quand même eu le sentiment très clairement ici que Donald Trump tentait de garder cette escalade dans le golfe Persique sous contrôle et c'est la raison pour laquelle, insiste-t-on dans les médias israéliens, Washington ne veut pas pour l'instant qu'Israël se joigne aux frappes en Iran, une façon donc de limiter l'escalade. D'un autre côté, on souligne que maintenant, ça fait presque une semaine que ces échanges de tirs entre l'Iran, les États-Unis et les autres acteurs de la région se poursuivent avec des pauses entre les attaques et que donc il est possible que finalement cette escalade, elle, perde contrôle et que même l'Iran, bien sûr, vise le territoire israélien. Il y a eu des menaces dans ce sens d'ailleurs ces dernières 24 heures. Ce qui est sûr, c'est que le sentiment ici, c'est qu'effectivement, il faut le plus possible affaiblir le régime iranien. Rina Bassiste. Pour l'instant, justement, il n'y avait pas de réaction officielle. Israël était vraiment silencieuse depuis cette première vague. Et il y a deux raisons. Les Américains, ils ont dit très clairement, on veut pas que vous nous rejoignez. Restez silencieux, ne faites rien. C'est nous qui décidons. Attendez, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, il y a aussi une crainte israélienne que tout le monde va pointer les doigts, disons, Netanyahou encore, il essaye de manipuler Trump, il essaye de le tirer vers la guerre. Donc il y a deux raisons extérieures, si vous voulez, qui expliquent ce silence israélien. Et après, Netanyahou a aussi une énorme question intérieure, et ça c'est les élections qui sont maintenant fixées pour le 27 octobre, et la fatigue israélienne, même si tous les sondages disent que les Israéliens, ils croient qu'il y aura une autre guerre, parce que la question iranienne n'est pas réglée
pas la question des détroits d'Ormuz, ça n'intéresse pas Israël. La question des missiles n'est pas réglée, la question des nucléaire n'est pas réglée. Donc, il y aura d'autres guerres. Ça, les Israéliens, ils sont très conscients. En tout cas, c'est l'hypothèse israélienne. Mais peut-être pas avant les élections, parce que les Israéliens ne peuvent plus. Ils sont fatigués, l'économie est fatiguée. Il y a énormément de licenciements en ce moment en Israël. C'est très dur. Vous êtes d'accord ? Finalement, ça a changé, David Giacomani, parce que pendant plusieurs mois, on se disait les Israéliens attendent ce scénario pour pouvoir retourner. Là, ça a changé. Ça explique un peu la discrétion de Benjamin Netanyahou qu'on a connu effectivement nettement plus va-t-en-guerre. Et puis, en plus, les Israéliens voient bien que le but de Donald Trump aujourd'hui, c'est pas le nucléaire, c'est vraiment réparer l'énorme bêtise, je veux dire vraiment à minima qu'ont commis les Américains dans le détroit d'Ormuz, parce que là c'est la planète entière qui est impactée. Et Rina a tout à fait raison de le dire, les Israéliens, Ormuz c'est pas un problème pour eux, on l'entend vraiment à de multiples reprises. D'un autre côté, ce que je voudrais dire quand même, c'est que le nucléaire iranien, ce n'est pas qu'un problème israélien. Certes, l'Iran veut la destruction de l'État d'Israël, mais si jamais l'Iran avait la bombe, il commencerait par menacer tous ses voisins dans le Golfe, on le voit bien aujourd'hui, et pourrait même menacer bien plus loin que ça. Donc c'est un problème qui concerne tous les pays pour le résoudre d'une manière ou d'une autre. Visiblement, la voie de la guerre n'est pas la solution la plus efficace aujourd'hui. Vous êtes d'accord, Vincent Crouzet ? Finalement, ça a changé depuis quelques semaines, le scénario a changé, le contexte a changé en Israël ? Oui, totalement. Je pense que Netanyahou est très concerné par évidemment cette date du 27 octobre, qui va arriver très vite en Israël. Mais l'opinion israélienne, effectivement, comme le disait Rina, très majoritairement est pour la chute du régime iranien. Finalement, quel qu'en soit le coût pour Israël, on a vu la résilience des Israéliens sous les missiles, sous les frappes des missiles balistiques iraniens, avec un sang-froid considérable. Mais certainement, comme Rina l'esquissait à l'instant, il y a des solutions intermédiaires à travers les actions des services de renseignement israéliens, certainement, qui sont étudiées pour peut-être faire la guerre d'une autre manière dans les prochaines semaines. Et dans ces élections qui s'annoncent, donc en octobre, tous les sondages donnent la droite et Benjamin Netanyahou perdant. Ce qui est quand même un changement de donne. Alors, ça va pas être simple pour aussi bien les centristes que alliés aux travaillistes, et avec le problème qui risque de ne pas avoir de majorité. Donc, est-ce que oui ou non, il faudra faire une alliance avec le parti de la coalition arabe ? Il y a tous ces enjeux politiques internes qui sont de plus en plus importants. Mais ça aussi, c'est un facteur fondamental. Mais sur ce point de l'Iran, il y a malgré tout une quasi-unanimité quant à la réalité de la menace et à la priorité de cette menace. Sur l'Iran, sur le Liban, sur Gaza, il y a une quasi-unanimité. Et c'est là-dessus, simplement, effectivement, il y aura peut-être des positions qui seront exprimées avec un peu moins de virulence et de caricature que ne le fait actuellement le gouvernement de Netanyahou. Est-ce que c'est ce contexte qui a peut-être aussi empêché, d'une certaine manière, l'Iran, par exemple, de menacer l'Israël dans ces dernières frappes, c'est hier, aujourd'hui, parce qu'Israël n'a pas été visé. Visiblement, il y avait la sœur de la Jordanie, vous le rappeliez, Rina Bassis, parce que concrètement, si on peut frapper la Jordanie, on peut frapper Israël. Mais on n'a pas eu besoin de cette nouvelle vague pour comprendre que les Iraniens avaient la capacité de viser Israël. Ça a été fait pendant 40 jours. Est-ce que là aussi, ça expliquerait peut-être une sorte de retenue iranienne ou pas ? Je pense pas. Je pense que vraiment les retenues iraniennes, c'est parce que maintenant, ils ont cette guerre sur le détroit d'Ormuz, cette campagne, on n'appelle pas ça une guerre, avec les Américains. C'est ça l'enjeu pour l'instant. La carte a frappé Israël, ils en ont toujours. Donc je crois que pour l'instant, ils attendent. Ça ne veut dire pas qu'ils ne vont pas l'utiliser, mais peut-être pas tout de suite. Bon, il y a un danger pour les Iraniens à frapper Israël, ils le savent très très bien. La dernière campagne, la guerre du 28 février, n'a pas été une franche réussite. Il y a eu des morts en Israël, une vingtaine de morts, mais bon, par rapport à l'ampleur de la guerre, c'est un bilan relativement faible. Les dégâts n'ont pas été aussi impressionnants que ça. Donc, à refrapper Israël, en prenant le risque évidemment qu'Israël attaque à nouveau l'Iran et pour le coup se passe totalement de l'avis et de la permission de Donald Trump, c'est certainement un trop grand risque pour les gardiens de la révolution. Bon, juste avant de terminer, on va revoir ce qui s'est passé cette nuit, ces frappes
américaine, encore une fois, parce que c'est ce qui a fait l'actualité et c'était très impressionnant. Dernier mot avec vous, Vincent Crouzet. Est-ce que, selon vous, ça peut s'embraser ces dernières heures ? Oui, très clairement. Très clairement, ça peut s'embraser. En tout cas, ça va certainement monter en gamme avec des frappes encore plus significatives sur d'autres objectifs. La banque de cibles est très importante côté américain et ils n'ont pas terminé leur campagne. Merci d'avoir animé le grand dossier avec moi, Xavier de Giacomoni, Marc Semo, Vincent Crouzet, Rina Bassis. Dans un instant, vous retrouverez Darius Rochebain. Mais juste avant, c'est le journal avec vous, Thomas Schnell. Et Thomas, on commence avec le parquet antiterroriste qui ouvre une enquête après la découverte d'une arme de guerre dans un véhicule. Oui, le véhicule était stationné dans la ville de Sarcelles, au nord de Paris, où vit une importante communauté juive. 300 habitants ont d'ailleurs dû être évacués hier soir, Marie Belot. Oui, hier, vers 21h30, la BAC intervient à Sarcelles. Ils ont été informés par la DGSI de la présence d'un véhicule suspect susceptible d'être utilisé pour une action violente. La voiture se trouve sur le parking d'un cinéma. Par précaution, tout le quartier est évacué. Le déminage intervient et à 23h30, 2 armes sont retrouvées à l'intérieur, dont un fusil d'assaut et des munitions dans le coffre. Une voiture volée. Aucune interpellation à cette heure. Le parquet antiterroriste a annoncé avoir ouvert une enquête pour association de malfaiteurs terroristes. L'objectif, comprendre quel était le projet. Un attentat a-t-il été déjoué ? Laurent Nunez a indiqué que cette voiture se trouvait à proximité, mais pas à proximité immédiate de la synagogue de Sarcelles. Elle est à 2 km. Rien ne permet d'affirmer à cette heure que la communauté juive était visée. Les investigations ont été confiées à la DGSI. Merci beaucoup Marie Belot. On passe à la canicule qui continue de faire suffoquer une majeure partie de la France. Mais une amélioration commence à poindre dans le nord-ouest avec 8 départements qui sortiront de la vigilance orange demain matin à 6h, la plupart près des côtes de la Manche. En fin de journée, 11 départements vont respirer cette fois. Ils sortiront de la vigilance rouge, principalement dans le centre-ouest. 37 départements restent en alerte rouge ce soir, conséquence de ces fortes températures. EDF arrête 3 réacteurs nucléaires et fait tourner 8 autres à puissance réduite. Et on termine avec l'Espagne, avec le terrible incendie qui s'est stabilisé après avoir fait de nombreux morts en Andalousie. 12 morts, c'est le feu le plus meurtrier du pays en 40 ans. Difficile travail d'identification toujours en cours. On sait qu'une Française fait partie des victimes. Après 3 jours et 3 nuits de lutte, le président de la région andalouse a expliqué que le feu était désormais fixé. Merci beaucoup Thomas Schnell. Dans un instant, vous trouvez Darius Rochebain qui va revenir bien évidemment sur le conflit et tout ce qui se passe en Iran avec évidemment cet embrasement.